You want Philly food? Yeah, let's do it. Do it. And he's got it, and he's got more, and he's gonna go all the way. What a night, what a season, what a player. Intercepted, picked up by Cooper DeJean, gets a block, DeJean, and touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Let the celebration begin. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Fly. Nous sommes ici pour vous parler d'un festival offensif, d'un match dont on se rappellera encore dans 40 ans. Les Eagles ont battu les Packers sur le score impressionnant de 10-7. Et pour en parler avec moi, j'ai François. Salut François. Salut Victor, sur le début de ton intro, j'ai cru que je m'étais gouré de podcast, mais ça va, on parle bien du même match. On parle bien du même match. Alors, je vais vous faire le résumé du match. Début du match, 0-0. Mi-temps, 0-0. Puis on marque un field goal, un touchdown. Il marque un touchdown. Victoire 10-7. C'est le résumé de match le plus court que j'ai eu à faire de l'histoire de ce podcast, à mon avis. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Du côté des Eagles, Jalen Hurts, 15 sur 26, 183 yards, un touchdown. Saquon Barkley, 22 courses, 60 yards. Devonta Smith avec ses 69 yards. Notre cher ami A.J. Brown n'a que 13 yards sur ce match. Et en défense, on a du sac, on a du Nakobe Dean, on a du Jalix Hunt, on a du Nolan Smith. Il y a un homme dont je n'ai pas parlé et on va commencer par lui. On va commencer par la défense. Obligatoirement, François, parce que c'est la défense qui gagne ce match. On ne va pas se mentir. Et on a vu plein de belles choses. Déjà, on a vu Nolan Smith qui fait un sac pour son retour. Ça fait du bien, c'est censé être notre meilleur rusher. Il est bien revenu. On voit un Jalix Hunt qui a clairement digéré sa deuxième année et qui est excellent depuis 3 semaines. Et on a vu un Jalen Phillips pour son premier match qui a fait 7 ou 8 pressions, ça dépend des sites. 6 plaquages, un plaquage pour perte, un fumble recouvert. Je vais pas dire que tout seul il a métamorphosé le pass rush parce que c'est comme je dis, c'est plusieurs facteurs qui sont arrivés en même temps. Mais en tout cas, c'est le meilleur match de notre pass rush depuis le début de la saison et c'est le premier match de Jalen Phillips. Alors déjà, parce que nous ne sommes que 2 sur ce podcast, mais avant de répondre à ta question, je dois dire quelque chose. Road to back. Voilà, bisous à Greg qui nous a demandé de passer cette information très importante. Et sinon, Jalen Phillips, honnêtement, gros kiff. On parle d'un joueur qui a découvert, alors c'est là que c'est intéressant, théoriquement le système offensif il y a une semaine. La réalité, c'est que quand tu as déjà joué sous Vic Fangio, apparemment, il y a des repères qui reviennent. Et je trouve que c'est une vraie performance collective. Et tu l'as dit, Yann Nolan Smith, Hunt fait un gros match avec quelques plays clés. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir un mec qui débarque dans l'équipe, qui se sent bien et qui, donne cette petite pointe, soit de folie, soit de big play, qui fait qu'on a stoppé encore et encore en third down. Et c'est ça qui a vraiment été clé dans le match. C'est les stops qu'on a été capable de faire et la pression qu'on a été capable de faire parce que Jalen Phillips a, je crois, 7 ou 8 pressions sur le match. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, même quand les pressions n'étaient pas forcément enregistrées, Jordan Love, il a toujours été hors de son rythme. Le peu de fois où il a pu réussir à faire une passe en rythme, c'était sur des schémas très courts. Du coup, le match, il a été éreintant, tendu, mais la défense, elle a fait le match. Et là, c'était plus venu du front seven que du back, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est ce qu'on attendait avec l'effectif qu'on a de ce côté-là. Oui, et puis on l'a dit depuis le début de la saison, qu'on a une faiblesse en cornerback numéro 2, qu'on a un safety Mukuba qui a des bons et des mauvais moments. Quand le front seven est effectif, ça allège la charge de travail de la ligne arrière et du coup, forcément, c'est un peu plus facile pour eux de faire les plays. Mais clairement, moi, ce que je trouve aussi incroyable pour passer sur la deuxième ligne du front seven, c'est Nakobe Dean, depuis son retour, c'est quelque chose.
Ah, mais tu vois, Nakobe Dean, on se demandait, et on avait quand même des discussions sur. On a Campbell qui a fait un gros début de saison. On a évidemment Zach Bone qui fait encore un gros match. Du coup, c'est pour ça qu'on parle plus de lui depuis le début de la saison, tellement c'est devenu normal. Mais Nakobe Dean, il débarque, on se dit, bah, ça va être un 3, il va être remplaçant. Les matchs qu'il fait depuis son retour d'une très grosse blessure. Hein. Il est revenu relativement tôt par rapport à ce qu'on attendait. C'est bluffant. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé sur ce match, c'est que on peut parler de Nakobe Dean, on peut parler de Zach Bone, on a parlé de Phillips, on a parlé de Smith, on a parlé de Hunt, on peut parler de Ojomo qui a décelé a priori le play clé sur la 4e et 1 en fin de match, où il annonce l'inside run et du coup tout le monde rush par le bon gap. Je suis vraiment bluffé par le collectif et par le fait que ça vienne partout. Même Brandon Graham a fait un stop. Enfin, voilà. Là, tu as l'impression qu'on revient sur cette D-line où ça vient de partout, qui était la force de l'année dernière. Hein, où même si on mettait pas un nombre record de sacs, tu as l'impression que la pression, ou en tout cas le fait d'emmerder les jeux adverses pouvait venir de n'importe où. Oui, c'est en effet, il identifie l'inside zone assez facilement. Je trouve quand même que Dean, sa carrière NFL a un peu été sauvée par Fangio, hein, parce que c'était une star universitaire. 2022-2023, il est pas bon. Quand il est là, en plus, il se blesse. 2024, il est extraordinaire jusqu'à sa blessure en playoff. On se dit, est-ce qu'il va revenir? Il revient et il est absolument formidable. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 3 linebackers de très haut niveau, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps aux Eagles. Déjà, donc, un linebacker de très haut niveau, c'était pas. Ouais, non, c'est ça. Donc là, on a 3 linebackers de très haut niveau. On savait qu'on avait des defensive tackles. Ça commence à être mieux dans les edge rushers. Bon, safety restera toujours in and out. Cornerback numéro 2, ça restera toujours un problème malgré tout. Merci à notre ami Jair Alexander d'être passé, hein, puisqu'il a pris sa retraite, ou en tout cas, il s'est mis en retrait. Il s'est mis en retrait. On va suivre. A priori, il a besoin de se remettre la tête à l'endroit. Donc oui, comme tu dis, c'est un passage. Il reviendra peut-être ou pas, mais en tout cas, bref. C'est ça, il leur a laissé un grand souvenir. C'est un peu le nouveau Frank Gore. Eagles Legend, évidemment, Jair Alexander. Bon, bref. Donc, on en revient au même problème, c'est que cornerback numéro 2, soit on laisse des Adoree Jackson et des Ringo qui sont pas très bons, soit on décide une fois pour tous de passer de Jean, mais dans ce cas, il faut que Michael Carter soit bon en saute. Bon, voilà, je ne sais pas si on aura la réponse à cette question, mais en tout cas, ça devient moins un problème quand le front seven est effectif. C'est clair. Du côté d'attaque, on a eu une semaine explosion aérienne, on a eu une semaine explosion au sol, on s'est dit on a retrouvé notre attaque, bam, 2 semaines d'affilée, on peut gagner n'importe comment, super vaccin. Bon, c'est redevenu, c'est redevenu un petit peu compliqué. Non, mais moi, j'aime bien parler de la défense, hein, en fait. Ouais, mais bon, A.J. Brown est frustré comme tout bon wide receiver qui ne reçoit pas le ballon. Même Jalen Hurts, ça a été honnêtement, j'ai trouvé qu'en fait, il s'est un peu compliqué la vie plusieurs fois, que ce soit sur des lancers ou sur des courses qu'il n'a pas prises. C'était pas son meilleur match. Après, il y a l'excuse de il faisait froid, ah là là, c'est difficile. Ce qui est vrai, hein, c'était un match particulièrement il faisait froid, il y avait du vent froid. Il y avait. Il faisait en gros un -6, -10 ressenti. Ouais, ça pique un peu les doigts quand même. Hein. D'accord, mais ça t'empêche pas de courir. Mais bon. Et puis le terrain était le même pour tout le monde. Enfin bon. Bref. C'est non, mais ça. Tu l'as dit, Jalen Hurts, il a un match relativement off. Hein. Enfin, de toute façon, statistiquement, c'est pas fou, 15 sur 26, 183 yards, ok, c'est un touchdown, qui est un très beau play. Et encore, la passe, elle est quand même relativement sous-dosée. C'est Devonta Smith qui fait le Devonta Smith qui fait le play d'un mec de 2 mètres. 120 kilos, à part que c'est whisky massif quand il joue. Ce joueur continuera. Enfin, je sais pas comment parler de ce joueur. Aujourd'hui, c'est notre receveur numéro 1, by the way. Hein. Enfin, je pense que depuis le début de la saison, les plays qu'il a fait,
Je veux dire, les game-changing plays depuis le début de la saison, c'était fantastique. Hein. C'est vrai qu'il y a ce côté. Alors, numéro 1, je ne sais pas, pour être honnête. Mais on peut lui reconnaître que, en termes, bon, déjà statistiques, oui, c'est numéro 1. Ça jusque-là, aucun problème. Et puis après, peut-être en effet que en termes d'impact, il commence à dépasser Edgy Brown. Edgy Brown, le problème, c'est qu'on le voit encore sur 1 ou 2 matchs où il est vraiment très bon. Le reste du temps, il est quand même assez médiocre. Et honnêtement, je veux bien qu'on dise le play call, le machin et tout, mais Edgy Brown n'a jamais eu besoin d'un grand play call pour performer. Et là, je trouve surtout qu'il n'arrive pas à faire de séparation. Et ça devient un problème. Moi, il y a quand même, on en avait parlé en début de saison, là, avec les explosions des matchs, on en parlait moins. En début de saison, il y avait quand même un problème propre à Edgy Brown, qui n'était pas le play call, qui était le manque d'effort sur les tracés quand c'était pas lui la cible numéro 1. Là, il fait un très beau bloc sur la course de Barclay, donc on va lui reconnaître ça. Mais oui, il y a des plays où tu vois qu'il se démarque pas. Donc là, les conditions étaient globalement difficiles. La ligne offensive aussi était plus en dedans. C'est quand même une grosse défense en face. Hein. On avait notre copain Parsons et puis collectivement, ils ont aussi bien joué. Et ouais, moi j'aurais envie de voir c'est bien de parler de Pachulo, c'est bien de parler des uns ou des autres, mais j'ai aussi envie de voir les stars sortir et c'est bien de leur trouver des excuses. Mais A.J. Brown, c'est bien de lancer des messages en disant qu'il veut plus la balle, mais c'est bien de donner les opportunités. Je pense pas que Hurt ait particulièrement envie de ne pas passer à A.J. Brown. Bah surtout qu'il y avait toujours cette centre où A.J. Brown est théoriquement indéfendable. Ouais. Et là, même sur les centres, je trouve honnêtement moyen. Hein. Bah oui. Oui, c'est pour ça que, enfin, moi je dis honnêtement, alors il a fait quelques très beaux plays. Mais honnêtement, si on se penche, c'est le commentaire sur Devonta Smith. Hein, celui où tu as l'impression qu'il va faire l'effort de plus, qu'il va faire le move de plus pour aller corriger, pour aller se démarquer. Aujourd'hui, on le voit plus par Devonta Smith. Et peut-être que Hurts a du coup un peu plus confiance aussi à passer vers Devonta Smith que vers A.J. Brown. Hein. Après, sur la 4e, à la con du match sur laquelle on pourra revenir, Hurts, c'est A.J. Brown qui cible. Hein, donc il est quand même prêt à lui envoyer la balle quand le match est sur le fil. Mais voilà, je pense que c'est pas un sujet de fond. Moi, ce que j'ai un peu dit sur Twitter, c'est que je pense que c'est quand même un match, en tout cas offensivement, où j'ai pas envie de surextrapoler, notamment avec les 2 belles perfs qu'on avait avant. C'était dégueulasse. Mais par contre, les conditions climatiques font que j'ai pas de problème à mettre une astérisque dessus à partir du moment où c'est corrigé la semaine prochaine. Ouais, et dernière chose à dire, j'ai un positif et un négatif. Le positif, c'est Daz Goddard, qui fait quand même toujours le boulot. Il prend les first down importants et tout. Dans la série, ça quand même, la off-season, et là, Greg serait là, il pourrait pas faire le malin, parce qu'il était pas le dernier à dire que c'était mignon, mais il fallait le jarter. Mais putain, heureusement qu'on l'a dans le jeu de passe et dans le run. Hein. Mm-hmm. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Donc, Daz Goddard, gros match. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est notre ami Dickerson, dont je pense que ça serait peut-être bien qu'il aille se reposer une semaine ou 2. Parce que je veux pas être méchant, mais ça commence à être compliqué, Dickerson. Honnêtement. Surtout en retour de bail. Moi, je dois avouer que j'espérais vraiment c'est compliqué. Enfin, de manière générale, la ligne offensive, alors elle avait été dominante sur les 2 matchs offensifs, là elle l'est pas. On sait que notre attaque, elle est ultra dépendante de la ligne. Hein. Et moi je pense qu'on a avant tout un problème sur la ligne avant d'avoir un problème sur le coordinateur offensif. Hein. Ouais, je pense aussi. Et ouais, je pense que Dickerson, c'est un peu complicado. Bon, on va en parler, si tu veux, de cette dernière action, enfin, en tout cas, dernière action offensive des Eagles.
4e et 6 sur les 35 de Green Bay. On a 3 options. On a punté, on a fait un field goal et on a joué à 4e tentative. Certains nerds comme Loïc te diraient non, mais attends, les analytiques disent que de toute façon, c'était ce qu'il fallait faire, fallait la jouer. Non, il fallait punter. Non, les analytics disaient qu'il fallait punter. Oui, non, mais merci. Non, mais justement, je disais, si on prend les analytics, même si ça paraît stupide, peut-être pour certains quand on est sur les 35, la vraie meilleure décision, c'était de punter. Oui, parce qu'il restait plus beaucoup de temps. Donc, en fait, comme il restait peu de temps et qu'ils avaient plus de temps mort, tu fais punter et tu sais que, en plus, avec la galère qu'ils ont eue pour prendre 20 yards face à notre défense, tu les mets dans le dur, quoi. Parce qu'en fait, si tu loupes le field goal ou si tu loupes la 4e, globalement, c'est kiff-kiff, quoi. En gros, ils reprennent là où tu as loupé. Donc, ces 2 actions-là sont, je vais pas dire neutres, parce que techniquement, c'est pas exactement neutre, mais voilà, c'est 2 actions qui auraient certainement amené aux mêmes conséquences. Alors évidemment, si tu mets le field goal, tu as 6 points d'avance, du coup, ils doivent mettre un touchdown, tout ça. Mais la vraie bonne action, c'était de punter. Non, mais en fait, cette décision, ce qui est assez dingue sur ce match, c'est une fausse agressivité, parce qu'en plus, on va chercher la passe longue. Alors là, il se pourrait que ce soit un play comme Hurts l'a déjà fait, le call sur la ligne vers Reggie Brown, mais ton but, c'est d'avoir un first down à ce moment-là. Et là, en plus, on tente la passe ultra longue. À la limite, il aurait fallu que Reggie Brown fasse semblant pour être sûr d'être intercepté. Ça aurait fait l'équivalent d'un punt. Ouais. Mais si tu veux, c'est quand même une low probability pass, comme on dit. Putain, je comprends pas trop l'idée. Et ce qui est dingue, c'est que en plus, Sirianni sur le reste du match a été étonnamment conservateur. Oui. En fin de première mi-temps, il fait rien. Il cherche pas à aller chercher ne serait-ce qu'un field goal dans un match où honnêtement fallait aller le chercher. À un moment, il punt sur une 4e honnêtement qui doit se jouer. Le seul truc qui fait que ça n'a pas été trop marquant, c'est qu'en face, Matt Lafleur, il a fait 4 fois pire sur ses prises de décision. Donc en fait, tu dis ah ouais, quand même, Sirianni, il est un peu plus agressif. Et honnêtement, là du coup, Sirianni a toujours dit que ses prises de décision c'était lui, le play call, on peut le mettre chez Pachulo. Là, c'est Sirianni quoi. À la fois sur le côté conservateur, analytics ou pas, mais là les analytics à chaque fois c'était non, Sirianni s'est planté, et sur la dernière, il est agressif alors que c'est le moment où il faut pas l'être. Donc en général, Sirianni est quand même plutôt bon, en tout cas sur choisir le bon niveau d'agressivité dans ces moments-là, mais là c'était dégueulasse. C'est le plus mauvais match de Sirianni depuis très longtemps. Ouais, je vais pas dire depuis qu'il est arrivé parce que j'ai pas non plus en tête tous les matchs. Ça peut ne pas l'être. J'ai plus en tête tous les matchs. En tout cas, ça fait longtemps qu'on s'est pas dit putain, parce que tu as des prises de décision. Ouais. Tu vois, il y a des moments, il y a débat et on peut ne pas être d'accord. Mais là, il y avait pas de débat sur la fin du match. Enfin, je veux dire, il a remis les Packers dans le match et ça s'est joué à rien quoi. Ça s'est joué à rien. Non, je suis d'accord avec ça. Oui, c'est dommage. Mais bon, c'est pas comme si, de toute façon, on pouvait y faire quelque chose. Mais c'est vrai que c'est dommage. Non, puis à la fin, à la fin de ce match, il y a quand même un truc qui est exceptionnel vu les conditions du truc. On gagne encore, quoi. Et moi, j'ai vu la stat qui est complètement dingue. C'est la 4e année consécutive qu'on est à 7-2 ou mieux. Enfin, je sais pas si on se rend bien compte de l'âge dans lequel on vit pour les Eagles. Enfin, être à 7-2, c'est quand même un truc dingue, quoi. L'être 4 saisons d'affilée. Donc, y compris la saison qu'on a merdé, on était à 7-2. On était peut-être même à 8-1 à ce moment-là. C'est quand même dingue, hein. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord que pour le coup, on a beaucoup de chance aujourd'hui et qu'il faut pas l'oublier. En division, j'ai pas envie d'attirer Ashkumun, mais enfin bon, ça me paraît quand même de plus en plus imperdable. Hein, parce qu'on rappelle qu'on est à 7-2 et qu'on a les Cowboys à 3-5-1
les Commanders à 3-7 et Giants à 2-8. Je suis pas loin de penser que si on bat les Cowboys dans 2 semaines, c'est déjà fini. Hein. Bah, si on gagne nos 2 prochains matchs, le prochain dont on va vite parler, oui, mais, enfin, déjà, il faudrait que les Cowboys gagnent, ce qui est loin d'être gagné, parce que eux ont quand même sont quand même un peu en train de s'écrouler. Enfin, non, parce qu'apparemment, ils ont tradé pour un defensive tackle, donc maintenant, ils vont bien jouer. Mais si, du coup, on est sérieux, je vois pas comment ils arrivent à être dans le match. Hein. Donc oui, honnêtement, enfin la division c'est plus un débat. Hein. La question c'est quel seed on a. Et je suis même pas sûr qu'on ait besoin vraiment de gagner contre les Cowboys pour sécuriser la division. Non, je dis pas qu'il faut gagner contre les Cowboys. Je dis que si on gagne contre les Cowboys, la division elle est gagnée. Je suis d'accord avec toi. Donc après, avec des si, Paris en bouteille, tout ça. On a le tiebreaker contre les Packers, ce qui là pour le coup ne servirait à rien, exactement. Sauf si dans on le fait un cas tie. où on fait un match nul d'ici la fin d'année. Voilà. Sait-on jamais. Et au niveau de la conférence, on a donc les Lions à 6-3, les Bears à 6-3, les Packers à 5-3-1, les Buccaneers à 6-3. Et nos amis qui nous accompagnent avec un bilan de 7-2, ce sont les Seahawks et les Rams. Yes. Du coup, semaine prochaine, nos amis des Lions. On continue le tableau de chasse. Ouais. On rappelle que Sirianni est à 11-0 contre la FC Nord, c'est ça ? À 10-0. Ah. Du coup, je vais vérifier. À 10-0, mais ce qui est quand même sacré claque contre une division. Et donc, on va jouer le 11-0. Ouais, on va jouer le 11-0 contre des Lions qui sont plutôt en forme, qui ont écrasé Washington. Merci d'ailleurs. Hein, toujours très gentil de leur part. Est-ce que est-ce que c'est une lapalissade, c'est enfoncer une porte ouverte, je ne sais pas, mais il va falloir être meilleur offensivement parce que les Lions, pour moi, c'est quand même une division au-dessus des Packers. Bah écoute, ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes dans leur division, c'est serré entre les deux, mais en tout cas, si c'est le match qu'on a vu, oui. En tout cas, clairement, offensivement, je suis pas persuadé que ce qu'on a fait suffira. Et puis la puissance de feu qu'ils ont des deux côtés du ballon fait que c'est un gros match. Hein. C'est notre dernier gros match contre un rival NFC. Hein. NFC, oui. Je suis d'accord. Contre un rival NFC. Qui d'ailleurs permet de donner un peu de perspective parce qu'on se dit ah oui non mais on joue pas bien, qu'est-ce que ça va être en playoff, mais en playoff on a des chances de rencontrer les Bucks, on les a battus, les Rams on les a battus, les Packers on les a battus, si on bat les Lions je dirais qu'on a quand même un bon tableau de chasse. Et bon, au début de saison on disait quand même que c'était potentiellement le plus gros rival, la question c'était qu'est-ce que ça va leur faire d'avoir perdu leurs 2 coordinateurs, a priori pas grand chose. Ils ont un énorme effectif. Je pense que le débat qu'il peut y avoir en NFC, c'est entre l'effectif des Eagles et l'effectif des Lions. Et donc, ouais, va falloir que ça se débloque. Il y aura plus l'excuse de la météo. Donc, je t'ai dit, j'ai utilisé le Joker. Ça sent vraiment le match traquenard. Et en même temps, par contre, on joue à domicile. Ouais, je dois avouer que je suis plutôt optimiste en général ces dernières années, mais là, celui-là, je sais pas. Il me fait un peu peur, on va pas se mentir. Je trouve vraiment que les Lions sont très bons. Après, faudrait réussir à faire ce qu'on fait, parce que mine de rien, des matchs sans en attaque, ils en ont fait. Ils ont fait contre les Packers, même face aux Vikings, c'était pas extraordinaire. Face aux Chiefs aussi. Faudrait réussir à bloquer le jeu de course parce que pour moi, malgré tout, la plus grosse menace de cette équipe, c'est le jeu de course. Ou en tout cas, les jeux autour de la ligne de scrimmage, c'est-à-dire jeu de course, screen pass, ces choses-là. Donc, ça va être vraiment la clé.
Il va falloir des linebackers qui ont bien mangé, bien dormi. L'avantage, c'est que normalement, c'est là où notre défense a de quoi donner. Hein. Enfin, je veux dire, on l'a dit, Zach Bone fait quand même. Je regarde, enfin, Zach Bone, on l'a jamais pris en défaut quasiment depuis le début de la saison. Non, certes, mais bon, je préfère le voir de mes propres yeux vus, tu vois. Ah oui, complètement. Et puis après, on décide si c'est vraiment formidable ou pas. Mais dans l'idée, je suis d'accord avec toi. Je tiens à dire que dans leur défense, Jack Campbell est rayonnant. Hein. Jack Campbell, si vous avez suivi à l'époque les podcasts draft NFL, c'était mon amour de jeunesse. Il y a quand même une faiblesse au niveau des cornerbacks, mais alors à chaque fois que j'ai dit cette année qu'il y avait des faiblesses au niveau des cornerbacks, comme au premier match des Giants, on n'a rien fait. Alors bon, mais je dis quand même, il y a une faiblesse au niveau des cornerbacks, donc théoriquement, Devonta Smith et G. Brown devraient pouvoir manger, à voir. Mais voilà, je pense qu'il va falloir évidemment, Hutchinson. J'ai envie de dire, c'est là où la santé de Lane Johnson va être une question. Hein. Quelle Lane va-t-on avoir? Il est sorti puis revenu sur ce match. Donc, c'est une vraie inquiétude. Surtout que. Après, Lane Johnson, en vrai, ça fait combien d'années qu'il n'a pas joué un match sans être cassé? Ah non, mais de toute façon, il est cassé. Il est cassé. Il est cassé de partout. Le truc, c'est qu'il est cassé de partout et qu'en étant cassé de partout, ça reste le meilleur right tackle de la ligue. Oui, donc voilà. En soi, peut-être égalité avec Sewell d'ailleurs qu'on va affronter, mais en soi, du coup, business as usual, c'est-à-dire il va finir la saison comme il peut. On va apprendre à mi-saison qu'il s'est fait opérer 17 fois sur le mois de mars et d'avril, et puis il va revenir en août. Qu'est-ce que je te dis? Non, peut-être qu'à son âge, peut-être qu'un jour il reviendra pas quand même, mais c'est vrai que j'arrive pas à être inquiet en fait. On a tellement vu Lane se prendre des trucs. Non, je suis pas inquiet. En fait, je suis pas inquiet. Je me dis que sur un match de saison régulière, c'est très possible qu'il sorte. Oui. Et il sortira pas en playoff. Enfin, la sortie qu'il a eue, voilà, faut juste espérer que ça pète pas plus que ce qui s'est passé pendant le match. On voit qu'on sollicite quand même pas mal la ligne, que ce soit l'intérieur. Accessoirement, maintenant, on fait beaucoup de packages avec 6 joueurs de ligne offensive et c'est Johnson qui vient, qui est notre wing tackle. Donc ça veut dire que si Lane est sur le banc, du coup, on n'a plus ces packages. On sait que notre Titan numéro 2, Calcaterra, dans le run support, c'est Kutchi. Donc l'inquiétude, elle peut venir de là, en fait. C'est que la blessure de Lane, elle a une double conséquence, quoi. C'est qu'en plus, ça nous limite l'utilisation sur des packages qui marchent quand même plutôt bien. Voilà, qui sont une solution un peu la moins mauvaise possible par rapport au fait qu'on est un peu à poil en Titan numéro 2. Quoi. Non, c'est clair. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ton prono, toi, pour ce match face aux Lions? Moi, je vois quand même une victoire parce qu'on est sur une tendance et parce que les Eagles n'arrêtent pas de gagner et que j'y crois encore. Et je suis sur un 31-27. J'y crois encore. On est vivant tant qu'on n'est pas mort. Écoute, moi, je suis parti sur un 31-27 pour les Lions. J'assume de penser que celui-là, on va le perdre. Ça arrive sur une saison. Tu finis rarement à 17-0. Même d'ailleurs, ça n'est techniquement jamais arrivé, parce qu'on a vu des 16-0, mais des 17-0, par définition, ce n'est pas arrivé. Donc je pense que voilà, on va sûrement perdre encore 2 ou 3 d'ici la fin de la saison. Que mine de rien, on va avoir un jour de moins. Ça peut faire la différence. Et by the way, nouveau match en prime time. Ça y est, on a fini la saison des matchs sympas. On a 5 matchs en prime time d'affilée. Voilà. Non, techniquement pas en prime time, mais on a Packers en prime time, Lions en prime time. Les Cowboys, c'est le Fox Match of the Day, mais du coup, c'est à 4h25. Ensuite, ça nous arrange, mais on est le match du Black Friday. Ouais, 21h pour 21h. Nous. Ça, c'est cool. Ouais, les Chargers, c'est encore un prime time.
C'est cool, sauf que je serai pas en France et que ça va encore être une galère. J'en ai marre de ça, mais bon, bref. Et après, on est en Monday Night contre les Chargers. Voilà. Ok. Bon, bah, formidable. Non. Si, on m'a dit formidable. Donc voilà. Donc, on attendra les pronos des autres. Je tiens quand même à dire que si vous devez suivre des pronos depuis le début de saison, c'est les miens, puisque comme je suis de retour sur le podcast, j'ai 5 points, Loïc en a 2, Greg en a 2 et toi Victor tu en as 1, donc j'admire ça. Bah, moi je vous l'annonce, on va perdre Lions et Bills et ensuite on va gagner Cowboys, Bears, Chargers, Raiders, Commanders et du coup on finit la saison à 13-4. Moi je t'annonce qu'on va perdre un des imperdables parce que ça c'est notre petite marque de fabrique. Ah, je sais pas. Perdre un Commanders de Mariota, c'est vrai que ça serait assez Eagles. Alors on va perdre soit un Commanders de Mariota, soit un Raiders de Chip Kelly. Ouais, non, non, les Raiders, ça serait pour la blague, j'y crois quand même pas, faut pas déconner. Mais les Raiders, mais un des deux Commanders. Et puis, en 8-18, ça se trouve on n'aura plus rien à jouer. Ah, ça c'est possible aussi. Écoute, on verra bien. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous. Et passez une très bonne journée. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off